Bonjour à toutes et tous. Donc comme d'habitude, on vous retrouve pour un nouveau live qu'on va consacrer aux échanges avec Romain Pillard, qui est un navigateur qui va faire le tour du monde à l'envers pour promouvoir l'économie circulaire avec son bateau qui est recyclé. Et donc là, je vais chercher Romain pour essayer de le retrouver. Alors, je vois Romain Langlois de Lille, mais c'est pas le Romain que je cherche. Bonjour Romain dans tous les cas. Et là, on va voir si Romain de Use It Again se connecte. Salut Marianne. Salut les belles de Saint-Jacques. Salut Lynn. Salut Pierre. Je vois que vous commencez à bien vous connecter. On va voir si Romain... Bonjour à l'Institut du modélisme aussi. Romuald. Ah, Alizé. Salut Alizé. Salut Isis. Je reconnais quelques prénoms. Et pendant ce temps, on cherche Romain. On va essayer comme ça. Invité. Hop là. Est-ce que Romain, si tu m'entends, est-ce que tu peux mettre un commentaire pour que je puisse plus facilement me connecter à toi? Alors ce qui est cool en plus, c'est que Romain, a priori, est dans son bateau. Il m'a envoyé un petit SMS tout à l'heure, donc on va pouvoir faire ce live en direct de son bateau. Et nous, évidemment, on est en direct des stocks 2083 à Romans et de l'atelier. Donc juste à ma gauche, là-bas, c'est là-bas qu'on fabrique les jeans et qu'on est là. Ah voilà Romain. Salut Thomas. Salut Romain, ça va? Ça va, salut tout le monde. Ouais, super. Et Bon. vous? Bah ouais, ça roule bien. Il fait grand beau à la Trinité là. Ah bah, toujours, c'est la Bretagne, c'est normal. Et il pleut que quand il y a des touristes, sinon. Bah ouais, c'est Pas de monde. malheureux, hein. Alors pour la petite histoire, cet été j'étais en vacances en Bretagne et il faisait pas beau, mais il faisait pas beau au moment où il faisait beau nulle part, première semaine d'août. Et du coup, on a vu Romain à cette occasion, on a visité le bateau, c'était génial. Et d'ailleurs, si on est là en live aujourd'hui, c'est que en fait Romain a suivi le premier live qu'on a fait avec Guillaume Gibaud du Slip Français Ouais. en mai dernier. Donc c'est suite à ça que Romain m'a contacté. Et puis on a échangé. Et puis du coup, à l'occasion des vacances, j'ai pu aller le voir. C'était passionnant, rencontrer Aurélie aussi, sa femme. Et du coup, bah, nous voilà aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Romain, un peu ta folle aventure en cours et celle à venir dans quelques semaines? Ouais, bah, effectivement, là, on est parti dans du lourd, là. Alors, déjà, le projet Use It Again, c'est un projet assez particulier puisque c'est né avec la décision de donner une seconde vie à ce bateau. Donc, je vais vous montrer le bateau là, dans quelques secondes. Alors, on peut le faire en même temps si vous voulez, c'est comme vous Ouais, voulez. trop bien. Et du coup, alors, je bouge un petit peu, m'en voulez pas, mais bon, voilà, ouais, tout ça, voilà, c'est en direct live, sans des gros moyens techniques. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, donc normalement ça va, mais voilà mon bateau, Use It Again. Donc en fait, c'est l'ancien bateau d'Hélène MacArthur. Donc la fameuse, vous qui nous suivez, vous connaissez Hélène MacArthur, parce que vous soyez fan de voile ou d'économie circulaire, voilà, vous devez la connaître. Donc ça, c'est vraiment le hasard de la vie que ce soit son ancien bateau, donc qui était un peu à l'état d'abandon. Et donc en 2016, bon, par concours de circonstances, on a décidé de donner une seconde vie à ce bateau, qui était vraiment en piteux état, mais on savait que c'était un très beau bateau. Donc voilà, donc on est à la Trinité-sur-Mer, mon port d'attache. Voilà le bateau qui paraît pas comme neuf, mais voilà, une belle seconde vie qui a démarré donc en 2016, mise à l'eau en 2018 pour la route du Rhum à laquelle j'ai participé. Donc voilà, donc l'objectif, c'était donner une seconde vie à ce bateau et le faire de façon la plus intelligente possible, c'est-à-dire en utilisant un maximum de matériaux et de matériel existants afin de faire un beau projet sportif tout en limitant notre impact. Voilà, c'était vraiment voilà les grandes lignes. Donc c'est évidemment, ça paraît simple comme ça à raconter, mais c'était évidemment très très chaud à monter comme projet. Il a fallu financer tout ça et voilà, et puis tout mettre en œuvre. Je repose la petite machine. Donc c'est né, ouais, voilà. C'est né en 2016. Le premier gros projet, ça a été 2018. Et les gros projets, en fait, donc que ce soit une course en solitaire comme la Route du Rhum ou un gros record à venir, je vais en parler, servent en fait à médiatiser la cause. C'est vraiment ce sujet. On se sert de ça, c'est un outil. Comme je dis souvent, mon bateau, c'est un outil pour parler d'économie circulaire, pour inciter les entreprises qui nous accompagnent et les autres, bien sûr, à s'engager dans cette économie, une économie plus vertueuse, avec beaucoup moins d'impact, bien sûr. Et tout ça, voilà, c'est notre pierre à l'édifice pour lutter contre le changement climatique, comme vous avez compris. Donc,
Donc voilà, donc 2018, première grosse course. Et on a eu notre lot de difficultés. Et là, on prépare donc un autre très gros projet qui est le record du Tour du Monde à l'envers. Alors, bon, alors à l'envers, ça ne veut pas dire que je mettrai le mât dans l'eau, ni que j'irai en marche arrière. J'en ai entendu ça depuis quelques mois. Mais c'est qu'effectivement, on va faire, il y a un endroit et un envers. Donc, l'endroit, c'est quand on est poussé par les vents portants. Donc, quand on arrive et qu'on tourne autour de l'Antarctique, on arrive dans le sud. Donc, en gros, pour la faire simple, on descend l'Atlantique, donc ça, c'est assez classique. Les courses dans le bon sens, donc à l'endroit, comme le Vendée Globe ou les records à l'endroit, vont d'ouest en est. Donc ça veut dire qu'on vise le premier cap, c'est le cap de Bonne-Espérance. Ça, voilà, tout le monde suit jusqu'à présent. On fait le tour du glaçon, l'Antarctique, et après, on remonte après avoir viré le Cap Horn. Et ben nous, le premier point qu'on vise en partant de Bretagne, c'est le Cap Horn. Voilà. Donc c'est tout de suite le très gros morceau, bien sûr. Et donc on va aller contre les vents dominants. Donc c'est voilà, c'est plus difficile parce qu'il faut remonter au vent. Mais bon, nous on a une petite astuce avec notre trimaran. Et, euh, et donc ouais, c'est plus dangereux. C'est faut un bateau. On fait pas ça avec n'importe quel bateau. Beaucoup de bateaux aujourd'hui pourraient pas le faire. Et donc, voilà, c'est un gros défi. Il n'y a que 5 personnes voilà, depuis le 19e siècle, qui ont réussi à faire ce record-là, cette navigation-là. Et bah, l'idée, c'est que ce soit la première fois en multicoque, parce qu'avant, c'était que des monocoques. Donc, monocoque, une seule coque, multicoque, 2 ou 3 coques, voilà, pour les non-initiés. Et donc, première fois en multicoque. Et là, on sera deux. Je pars avec un célèbre navigateur espagnol qui s'appelle Alex Pellera. Et donc, comme on sera deux, c'est considéré comme de l'équipage. Voilà. Et ce qui est déjà assez raisonnable par rapport au défi. Donc, ce record établi est de 122 jours, donc par Jean-Luc Vandened, un fameux navigateur qui a fait plusieurs fois le Vendée Globe. Il s'y est repris à 4 fois pour battre ce record. Et nous, bah, c'est notre première tentative et en multicoque. Voilà. Donc et on espère mettre bien moins de 122 jours, mais ça, l'histoire nous le dira. Voilà. Bon, oui, c'est un projet vraiment génial. Nous, il nous a touché à double titre. Le premier, c'est que l'économie circulaire qui est au cœur du projet de Romain, c'est au cœur du projet aussi de 1083. Vous savez, c'est notre mission, amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. C'est pour ça qu'il y a eu le pull volontaire, c'est pour ça qu'il y a eu le jean infini, c'est pour ça qu'on investit dans Mon Coton, la production de coton en France grâce au recyclage. Et du coup, c'est vraiment un lien majeur entre l'aventure de Romain et la nôtre. Et le deuxième lien que je trouve, c'est par rapport à l'entrepreneuriat ou la vie en général. En fait, dans la voile, je la pratique pas vraiment, mais je la vis par procuration, à travers notamment les aventures de Romain, le Vendée Globe, ce qu'on voit tous à la télé. Et je trouve que ça ressemble beaucoup à la vie parce qu'en fait, il y a des vents contre, il y a des vents pour, il y a parfois du vent pour, mais du coup rencontre. Tout ça c'est compliqué et les éléments bougent. Et en fonction de ses confrères, ses compétiteurs, on n'a tous pas du vent au même moment. Et en fait, l'enjeu c'est de composer là-dedans. Et je trouve que la vie est particulièrement entrepreneuriale. Ça me fait systématiquement penser au Vendée Globe ou à toutes ces aventures navigatrices parce qu'en réalité, l'enjeu c'est de faire du mieux possible avec les conditions que l'on a. Et je trouve que ça c'est un vrai lien entre l'entrepreneuriat et la voile. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, la voile a un côté mystique, excitant et en même temps qui fait flipper. Parce qu'on a beaucoup moins le mal de mer dans nos ateliers que sur un bateau quand on est sensible comme moi. Je confirme, moi aussi. Et du coup, c'est une super aventure. Alors, est-ce que tu peux nous dire, en termes au niveau concret, ça veut dire quoi de faire un bateau économie circulaire? Tu m'avais parlé de plein de choses, des voiles, des pochettes, Alors, du matériel, ouais. même d'électronique. Comment tu penses l'économie circulaire sur ton bateau? Alors, donc, comme je disais, effectivement, c'est une bonne question. Et comme je disais au début, il y avait cette intention de donner une seconde vie au bateau. Donc déjà, effectivement, c'est le côté reuse, ça c'est clair. Plutôt que d'avoir un bateau qui végète sur un quai, qui pourrit, qui sera peut-être pas utilisé, parce que moins il est utilisé, moins il fait envie. Et puis comme les années passent, il est moins performant que les derniers bateaux. Et on se dit, voilà, quel genre de projet je peux faire. Parce qu'en fait, moi, je suis dans la catégorie, ça va être des ultimes, des trimarans ultimes, donc c'est les plus gros bateaux. Mais je suis le petit poussé de cette catégorie et avec une technologie qui date de 2003. Un bateau a été mis en l'eau en 2003. Et depuis, il s'est passé dans notre milieu des choses hallucinantes. Aujourd'hui, on fait voler des trimarans, etc. Donc moi, je n'ai pas cette histoire de foil et tout.
mais j'ai un bateau beaucoup plus costaud et fiable. Et donc, je mise beaucoup là-dessus. Et en fait, en 2016, on commençait à… Voilà, tous ces sujets existaient depuis longtemps, mais nous, ce qu'on avait en tête, c'est de se dire, les commissaires, j'en avais entendu parler par Hélène, parce que je la connaissais de l'époque, j'avais navigué avec elle, etc. Et je connaissais sa fondation, évidemment. Donc, ça m'intéressait, mais sans être complètement rentré dedans. Et en fait, je me suis dit, mais c'est la vraie preuve, c'est une bonne preuve, c'est un très bon exemple de ce qu'on devrait faire en fait. C'est plutôt que d'aller toujours en avant. Alors après, ce que je donne comme avis, c'est uniquement le mien, évidemment, chacun fait comme il veut. Mais voilà, pour nous, ce côté toujours plus qu'on retrouve dans les sports mécaniques, dans la F1, etc., ce qu'on veut, bah, il a ses limites, parce qu'il a ses limites dues à la limite des ressources disponibles, etc. Tout ce qu'on peut faire. Hein. Aujourd'hui, on doit se limiter. On sait très bien qu'on ne peut plus faire comme avant. Donc, ce bateau qui était un très bon bateau, fiable, il a fait un tour du monde avec Hélène en solo, un tour du monde après sur un autre projet en équipage. Jamais aucune avarie majeure, etc. On s'est dit, mais voilà, c'est une hérésie que dans notre monde actuel, il ne navigue plus. Donc ça, ce côté-là était très important. Ensuite, sur le bateau, effectivement, c'est pas tout de le refaire naviguer, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est un bateau d'occasion. Non, c'est se dire, OK, il y a pas mal d'éléments, ça va être compliqué, parce qu'on est sur un bateau custom. Donc ça veut dire que ce n'est pas un bateau de série où voilà, tu appelles un fournisseur, tu trouves des voiles facilement, tiens, voilà, je les ai pas à ta taille, etc. Le mât, allez, on monte ça pour le plaisir. Voilà, ça fait 30 mètres. La grand voile, elle fait 185 mètres carrés. J'ai des voiles qui font jusqu'à près de 300 mètres carrés à l'avant. Voilà, c'est un peu complexe. Donc, évidemment, trouver une voile existante ou voilà, qu'on pourrait retailler, ça ne se fait pas comme ça. Donc, les voiles, c'est une chose. Donc, on s'est donné beaucoup de mal. Donc, ça veut dire que c'est un réseau mondial qu'on a fait jouer pour trouver des voiles ici et là, pour les faire ramener, les retailler, les adapter au bateau. Mais il y a Donc, c'est aussi des pas mal voiles de choses. de réemploi en quelque sorte. C'est la Ouais, c'est ça. deuxième En vie de fait, voile que tu utilises? c'est ça, encore une fois, c'est une seconde vie voilà, que je donne aux voiles. Et en allant au bout voilà, d'utilisation, il y a un moment, elle se déchire un peu, elle se délamine, comme on dit. Les tissus voilà, bougent trop, etc. Et je vais au bout du bout. Je passe le cap de la performance ultime, parce qu'en fait, une voile, il faut comprendre, c'est moulé, etc. Ça se déforme assez rapidement, mais je ne suis pas dans la performance absolue, dans le sens où moi, ce que je veux, c'est des produits qui tiennent, des voiles qui tiennent. Et après, oui, je perdrai un peu en performance, mais en même temps, sur une course comme la Route du Rhum, transatlantique ou un Tour du Monde, tu vas pouvoir rattraper ça ailleurs. Quoi, tu vois, voilà. Donc, le plus important, c'est d'aller au bout de l'utilisation de ces objets, de ces produits. Donc, les voiles, effectivement, c'est un gros sujet parce que j'en ai quand même 8 à bord et il n'y en avait qu'une neuve que j'étais obligé de faire, c'était la grand voile parce que la précédente, elle était complètement morte déjà, et qu'après, une grand voile, c'est très compliqué pour adapter une grand voile d'un autre bateau, tu vois, pour l'adapter au mien. Donc voilà. Donc là, je suis content parce qu'on est encore à fond sur ce sujet-là. Et j'ai retrouvé. Oh là, pardon, c'est la mer hein, en même temps. Est-ce que ça fait la figure? Et en même temps, je suis sur le trampoline, donc ça bouge un peu. Pardon. Donc, du coup, je disais que on a retrouvé d'autres voiles. Voilà, et pour beaucoup, elles sont adaptées, retaillées, etc. Donc ça, c'est vraiment un élément emblématique d'une part. Et puis, voilà, en termes de surface, de tissu, imaginez une voile, il faut comprendre, c'est pas voilà, c'est pas comme une chemise avec un t-shirt avec une seule couche de tissu. C'est plein de couches de tissu superposées. Et malheureusement, c'est pas du coton bio, quoi. Voilà. Alors Donc, justement, il y a une petite remarque là de l'équipe de Later, qui est une marque qui travaille à fond sur l'économie ouais, ben, circulaire en France. ouais, je les connais. Et du coup, on a développé, enfin, on a porté, on a suivi plutôt l'initiative du slip français et de plein Ouais, d'autres marques pour se questionner sur le recyclage des 25 000 mètres carrés de tissu qui ont servi à couvrir l'Arc ouais, de Triomphe. ouais. Et donc, ils nous demandent si ces bâches, en quelque sorte, peuvent être envisagées pour être recyclées en voile. Est-ce que tu as la réponse? Ah bah oui, j'ai la réponse, c'est que ça va être d'abord, je ne sais pas en quoi est fait cette bâche, c'est super important. Polypropylène. Quoi, en polypropylène? Ouais. Alors, le polypropylène se recycle déjà très bien, mais bon, avant de penser recyclage, on peut penser reuse déjà. Mais polypropylène pour une voile sur mon bateau, je pense qu'elle fait 3 minutes. Ah ouais. Non, alors, si tu me mets 15 couches de polypropylène les unes sur les autres, on peut peut-être imaginer quelque chose. Mais non, malheureusement, en fait, les voiles d'un bateau, surtout un bateau de course comme le mien,
c'est hyper complexe en fait. C'est vraiment une techno, c'est des fibres qui s'entrecroisent, etc. pour la résistance. Justement, je parlais de la modulation de la forme de la voile, etc. Non, malheureusement, c'est compliqué. Par contre, j'utilise du tissu pour d'autres choses. Voilà ce qu'on appelle la sellerie, tu vois, couvrir la grand voile au port, etc. Bon, tu vois, on pourrait utiliser un peu. Donc, c'est vrai que si vous allez au bout du projet et que vous récupérez tout ça, on pourrait imaginer un petit peu et je serais ravi de rentrer dans la boucle. Mais on aura une utilisation. On pourrait faire des sacs à voile, des choses comme ça, tu vois. Mais non, non, des voiles de bateau. Sur un tout petit bateau, sur un optimiste, je dis pas, on peut trouver un truc assez rigolo. Mais sur un bateau comme le mien, c'est impossible. Et alors là, je vois qu'il y a quand même des questions qui arrivent, c'est chouette. Il y a Mathieu qui nous demande comment tu fais pour allier la performance au côté renouvelable. Où tu places le curseur du Alors, compromis? Alors, ça, c'est une très bonne question. Et alors là, je vais partir dans le concept que j'adore et que je prône depuis le début. C'est que moi, je parle de performance relative versus performance absolue. Donc, la performance absolue, c'est effectivement, on se donne tous les moyens possibles, qu'ils soient financiers, humains, voilà, pour arriver à ce qu'il y a de mieux. Exemple, les derniers trimarans ultimes qui sortent à 16, 17, 18 millions d'euros. Voilà, en coût de construction. Et là, on se dit, on a mis tous les moyens possibles, recherche architecturale, équipe de 40 personnes, etc., etc. Et moi, je parle de performance relative dans le sens où je me donne des moyens limités pour mon projet sportif, et je fais du mieux possible. J'essaie d'aller jusqu'au bout de la meilleure, avoir la meilleure performance avec les moyens que je me donne. Et les moyens que je me donne, ils sont raisonnés, ils sont raisonnables par rapport voilà, à l'équipe technique, par rapport aux moyens financiers aussi. Je ne propose pas un projet à 5 millions d'euros par an, par rapport voilà, à tout ça. Et je pense qu'on arrive à monter des beaux projets euh, qui sont qui atteignent les objectifs de communication. Et quand je dis communication, c'est très large, c'est embarquer les gens, c'est vous qui nous suivez, etc. Les partenaires, je ne leur demande pas 3 millions d'euros par an pour être sponsor titre, par exemple. Donc tout ça, c'est raisonnable et c'est donc ce que j'appelle la performance relative. Donc à chaque fois que je pars en course, j'essaye de faire du mieux possible, ça c'est clair, parce que je suis un compétiteur. Donc quand je m'embarque sur la route du Rhum, c'est pas avec les caisses pleines de bouteilles de rhum. Au retour peut-être parce qu'on est arrivé et qu'on les ramène. Mais non, non, mais clairement, voilà, je suis sur l'eau, je suis un compétiteur. Mais auparavant, j'ai préparé mon bateau de telle sorte que voilà, j'ai des voiles de seconde vie, j'ai fait des impasses peut-être sur certaines choses, mais j'ai des moyens limités, etc. Donc encore une fois, je limite tout l'approvisionnement et les moyens mis en place. Mais après, du coup, je suis toujours dans un curseur de performance. Et puis, il faut aussi avoir une chose en tête, c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi. Parce que si jamais je ne prépare pas assez bien mon bateau, je risque de casser, je risque de démater. Voilà, il y a une casse structurelle, mécanique importante aussi, voilà, qui plane au-dessus de nous, hein, comme tout sport mécanique. Donc, on est quand même dans la préparation de sportifs de haut niveau, quoi, c'est clair. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, avec cette notion de performance relative, c'est que, tu sais, enfin, je sais pas si tu as vu, mais mardi, avant-hier, on était chez Simon, la Ouais, marque d'escalade du groupe bien sûr. D4, qui fabrique en France des mousquetons. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que tu utilises. Là, il faudra qu'on fasse le lien entre les deux. Mais chez Simon, c'était super intéressant parce qu'en fait, donc ils fabriquent massivement en France des mousquetons, des piolets. Ouais, Et en fait, ils nous disent, ben, nous, Decat, on est habitué à fabriquer des fois à l'étranger, et là, avec Simon, on fabrique en France. Et du coup, quand on fabrique en France, et ben, en fait, le coût de faire certains petits détails, certains ajustements, exactement comme nous, quand on fait des jeans, on essaie de ouais, les produire de la manière simple pour qu'ils soient pas trop chers, en fait, et qu'on fasse du beau sans trop d'artifice. Et ben, en fait, ça me parle parce que, en réalité, la performance absolue, et ben, en fait, on donne tous les moyens possibles, nos limites, pour faire le plus ouais, de wow possible ou de performance possible. ouais, Mais parfois, c'est pas possible, ou en tout cas, c'est pas souhaitable. Et en France, si on était dans cette performance absolue, nos jeans seraient beaucoup trop chers parce qu'en réalité, on aurait un niveau de détail qui serait pas absorbable en termes de coût du travail. Du ouais, coup, ça nous oblige à penser le projet de la manière la plus simple possible pour que ce soit et beau et performant. Et ouais. j'avais pas cette logique de performance absolue, performance relative, mais c'est vraiment, je trouve, semblable à nos enjeux de relocalisation, Mm. c'est-à-dire eh ben, penser différemment. La valeur ajoutée d'un produit, au lieu qu'elle soit dans l'artifice et le design Ouais, uniquement,
et ben, c'est aussi dans le fond, c'est aussi dans la manière de voir qui l'a fabriqué, comment c'est fabriqué. En Ouais. fait, notre produit, il est riche Allez, allez. d'autres choses. Et toi, ton aventure, elle est riche de performance, mais d'autres choses qui font que, bah voilà, elle est pleine de sens et elle donne envie d'être à fond suivi, quoi. Et du coup, ça Ouais. commence quand? Alors du coup, là, l'équipe technique là, vient de finir quoi, ce matin. Bref, vient de quitter le bateau. On est en préparation technique jusqu'à mi-novembre à peu près, si tout va bien. Et là, on commence, voilà, on remplira le bateau après des vivres, de tout le matériel nécessaire pour réparer, etc. C'est super compliqué. En fait, ça paraît pas comme ça, mais on part sur la navigation la plus longue et tout, donc la prépa, elle est vraiment dantesque. Voilà, et plus importante que tout ce qu'on peut connaître, puisqu'on va rester le plus longtemps en mer, donc plus longtemps dit usure, etc., casse potentielle. Donc, il faut être super autonome parce qu'on n'a pas le droit de s'arrêter. Donc, Et donc, en même temps, tu auras une forme d'épicerie dans le bateau et en même temps une sorte de bricomarché dans le bateau et en ouais, même temps une sorte d'hôpital dans le bateau. ouais, Tout ça exactement. pour plusieurs mois Ouais, ouais. de navigation. C'est ça, exactement. On a une formation médicale. J'ai appris, donc j'avais communiqué un peu dessus, à faire des points de suture. On a une énorme pharmacie parce que si, voilà, il faut pouvoir pallier à tout, quoi, en fait. Voilà. Donc, que ce soit la pharmacie des hommes, la pharmacie du bateau. Donc, faire de la strat, faire de l'électronique, stratification composite, faire de l'électronique, réparer une voile, réparer une écoute, etc. Donc, faut vraiment pouvoir intervenir sur tout. Et donc, on part fin novembre, voilà, normalement. Et ça, à la fin, il n'y a pas de date précise, que ce n'est pas une course. Donc, on part avec la meilleure fenêtre météorologique qui nous emmènera donc de Bretagne vers l'équateur. Donc, voilà, trouver le meilleur moment. Donc, a priori, on se fixe à peu près un 25 novembre et on verra si c'est un petit peu avant, si on doit se presser parce qu'il y a une super fenêtre météo, ou si faut attendre un peu et on peut partir voilà, courant décembre. Et cette fenêtre météo, tu as une visibilité sur combien de jours? Parce que là, ça va durer Ah bah, 3 mois à peu près. Tu ouais, ouais, vises non. Alors, 10 jours, 15 jours de visibilité? ouais, en fait, c'est ça. La fenêtre météo, on a, voilà, ça donne. Donc, 10 jours avant, on commence à voir un peu comment les systèmes météo s'organisent, on va dire, parce que là, on va arriver donc dans l'automne, début de l'hiver, avec voilà, les dépressions qui vont arriver. Donc, on cherche un flux très particulier de nord-ouest ou nord-est pour filer vers l'équateur. Donc, c'est ça qu'on a en ligne de mire, mais on peut pas. Voilà, on vise l'équateur et après, on verra ce qu'on aura. Quoi, tu vois, voilà. Mais c'est déjà partir vite en ligne droite le plus vite possible vers l'équateur. C'est ça. Ok, cool. Alors, il y a une question de Mathieu qui demande comment on peut suivre ton tour du monde à l'envers. Eh ben, écoute, on enverra des pigeons voyageurs régulièrement. Donc, tu pars avec un stock de pigeons en plus. Ah bah exactement, ouais, il faut leur donner des graines et tout. Ouais. Donc, non, non, mais en fait, on a une communication satellite qui nous coûte un bras d'ailleurs. Mais donc, on a une antenne satellite. Donc, tous les jours, on envoie des photos, vidéos, textes du bord, depuis le bateau, à notre équipe à terre. Et eux, donc, ils vont diffuser après sur les réseaux sociaux. Donc, ici, notre Insta, je vous encourage tous Ouais. à nous suivre, à vous abonner sur l'Insta, clairement. Et puis, page Facebook, le compte LinkedIn, la page LinkedIn Use It Again, Twitter un peu aussi, etc. Voilà. Donc, globalement, on est assez présent et j'ai une super petite équipe à terre qui va gérer ça. Excellent. Et du coup, donc il y a l'aventure qui va arriver, mais avant cette aventure sportive, il y a toute l'aventure préparation et presque entrepreneuriale, parce que tout ça, ça coûte. Il y a un bateau à acheter, à rénover, des équipes à former, à recruter pour animer cette Ouais. communauté aussi. C'est quoi le budget d'une aventure comme ça et comment tu finances ça? Est-ce que tu as besoin de sponsors? Est-ce que les gens peuvent t'aider? Est-ce qu'il y a des campagnes de financement participatif? Comment tu pilotes ça en tant qu'entrepreneur? Ouais, alors c'est effectivement un gros sujet. Moi, je suis pas, comment dire, j'ai besoin. Attends, j'essaie de me caler un peu mieux, vous mettre droit. Ça va, là, toujours. C'est parfait. Ok, cool. Il y a un nuage, comme c'est celui de la journée, c'est pour dire qu'on est en podcast. Écoute, donc on a monté le projet from scratch. On a trouvé des partenaires financiers qui nous ont aidé à investir au début, etc. Un projet comme ça à l'année, c'est à peu près 1,2 million, tout compris. Sachant qu'on est, comme je disais, très raisonnable. Il faut savoir, pour donner un peu des ordres de comparaison, les autres gros trimarans ultimes, c'est entre 4 et 6 millions d'euros de budget par an. Voilà, avec beaucoup de monde, etc., voire un peu plus pour certains, je pense. mais donc voilà, donc nous, on veut faire un projet très raisonnable et ça, c'est tout compris. On est propriétaire du bateau, donc il faut l'amortir, etc.
Ça veut Et dire que tu as donc, emprunté pour l'acheter ouais, et ouais, que ouais, du c'est coup, ça. tu le rembourses tous les mois comme on fait avec une voiture ou une maison, quoi. Ouais, c'est ça. Malheureusement, j'avais pas tout ça sur mon compte. Mais à la limite, c'était plus dans ce cadre-là, plus l'investissement qu'on a fait dans le bateau euh, que le coût du bateau vraiment. Voilà, Ok. ça c'est clair. Et c'était un gros budget de refit, tu vois, de rénovation. Et donc là, aujourd'hui, on est financé par des mécènes via le fonds de dotation Use It Again. Voilà, et des sponsors qui effectivement cherchent plus de visibilité sur le projet, sur le bateau et autres. Donc on a ce mix de partenaires. Et aujourd'hui, on a bien avancé. Il nous manque pas trop de budget, mais c'est pas du tout bouclé. Donc, avis aux amateurs, avis aux contacts, etc. Et il y a encore la possibilité de nous rejoindre. Donc, aujourd'hui, j'ai plusieurs partenaires financiers qui sont là. J'ai une boîte d'IT qui nous a rejoint et qui va être annoncée bientôt. Donc, on a beaucoup bossé cet été et il reste encore un peu de budget, mais bon, voilà, rien de, voilà, on sera au départ fin novembre, ça c'est, on est à fond et il y a pas de sujet. Et du coup, ça veut dire, est-ce qu'il y a des opportunités pour des marques, des annonceurs, des Ouais. sociétés qui voudraient gagner en visibilité, Bah, qui auraient les ouais. moyens de sponsoriser Use It Again? Est-ce que, par exemple, on voit beaucoup sur les courses de bateau des noms d'entreprises comme nom du bateau? Ouais. C'est des choses qui sont possibles pour des marques qui chercheraient à faire une com puissante sur l'économie circulaire? Alors, ouais, complètement. Donc, effectivement, je verrais bien un 1083 en énorme, et voilà, que ce soit le Ah, voilà. 1083 by Use It Again, for Use It Again, tu vois. On en rêverait, hein. Le jour où on aura le budget, promis, ça fait rêver. Bon, ça voudra dire que ça ira très bien et c'est tout le bien que je te souhaite. Non, mais effectivement, pour des boîtes voilà, ce que tu évoquais, c'est le naming, ça s'appelle le sponsor titre, celui qui va donner son nom au bateau. Donc aujourd'hui, il s'appelle Use It Again. On pourrait avoir, comme je disais, voilà, comme exemple, un 1083 for Use It Again, un truc comme ça, à regarder. Mais ouais, ce niveau-là, en fait, on a différents niveaux et on propose, tu vois, pour être très cash, des enveloppes entre 40 000 euros en mécénat jusqu'à 650 000 euros normalement pour être sponsor titre, tu vois, voilà, comme ça Ok. tout est dit. Ça fait, Mais ça pourrait être beaucoup moins. ça fait 6500 jeans. Alors, en chiffre d'affaires, Bon, par bah, contre, monsieur. en marge, ça fait peut-être 15 000 jeans. Ça doit Ouais, faire 2-3 mois de marge. ouais, ouais. Bon, c'est un peu tôt Ouais. pour nous, mais on va tout faire pour. Ça se réfléchit hein, quand même. Non, mais Non, mais ça fait après, rêver, c'est génial. ouais, non, mais après, pour ceux qui sont pas à l'aise avec tout ça, c'est des montants, mais qui sont relativement pas très importants parce que je suis suivi comme partenaire média par l'AFP qui va diffuser un journal de bord hebdomadaire. Donc, l'AFP, comme vous savez, Agence France Presse, ouais, ils arrosent très largement. Donc, on a beaucoup d'opportunités d'être pris dans les médias et c'est à l'international aussi. On est suivi par Brut. On est en train d'affiner le partenariat média, mais il y aura pas mal de choses avec eux. On est suivi par France Info aussi. On aura un journal hebdo pareil dans le 17-20 tous les dimanches. Donc, voilà, ça, c'est des garanties. Il y en a d'autres comme Paris Match qui vont venir faire un reportage, etc. Donc, globalement, en fait, ça, on parle de retombées médias. Mais en fait, dans ces projets-là, ce qui est intéressant, c'est un peu tout ce dont on a parlé depuis le début, c'est l'engouement autour du projet, autour des valeurs, etc. Et tout ce qu'on peut faire avec pour un gros groupe, tu vois, pour sa com interne, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et comme je dis souvent, ces projets, c'est un peu des projets couteau suisse où on pourra gérer l'image de la boîte, les retombées médias, donc la notoriété, la com interne, la relation client, tu vois, quand ils viennent naviguer à bord, etc. Donc on peut faire plein, plein de choses. Et finalement, par rapport à tout ce qu'on peut faire, c'est pas des gros budgets. Mais après, tout est relatif et ça dépend de la taille des boîtes, bien sûr. Non, c'est vrai, quand on regarde en fait les DNVB, donc les marques digital natives qui vendent en direct sur Internet, comme On est nous, comme le Slip est, comme Asphalt est, comme Opal est, enfin Ouais, comme tous nos confrères sont, dans la mode, ou dans la déco, ou dans plein de domaines d'activité. Alors nous, c'est un cas particulier parce qu'on consacre moins de 5% du chiffre d'affaires à la pub parce qu'on a une communauté hyper engagée qui fait beaucoup de bouche à oreille avec nous. ouais, Et le fait d'ouvrir nos vies, nos publics, de montrer comment c'est fabriqué, ça génère cette adhésion qui génère beaucoup de communication et en équipe comme ça, on grandit. Mais dans les DNVB, c'est généralement 15 à 20% du chiffre d'affaires qui est consacré ouais, en budget pub sur Internet. Donc, ouais, c'est entre 15 et 20% du chiffre d'affaires qui part à Google ou à Facebook. Si on imagine 500 000 euros de budget, ça veut dire que c'est à peu près 3 millions, pour un site qui fait 3 millions, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, il consacre 400 500 000 euros en pub chez Facebook et chez Google. Donc, en effet, des boîtes qui font
10, 15, 20, 30, 40, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sur Internet, ça devient pas tellement rare. On voit qu'ils consacrent beaucoup plus d'argent à Facebook et à Google que les budgets pour suivre un record du Tour du Monde et y participer et apprendre de tout ça avec vous. Donc effectivement, c'est des sommes importantes, mais quand on les compare au budget com de la plupart du commerce en quelque sorte, on voit que c'est pas des gros budgets en réalité. Ouais, et c'est pour ça, tu vois, que le sponsoring, c'est pas, faut arrêter sur le sujet danseuse du président. Alors effectivement, quand le management aime le sport, cette activité, bah, pourquoi pas, ça aide, on est d'accord. Mais en même temps, tout est calculé aujourd'hui, tout le monde a des comptes à rendre. Donc clairement, voilà, il s'y retrouve. S'il y a des marques qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, voire plus, dans la voile, pour voilà, ce qui nous concerne, bah, c'est parce que ça marche, c'est parce qu'il y a une adhésion, parce qu'ils ont fait, tu vois, un exemple comme PRB qui est sur le Vendée Globe depuis quasiment la première édition, bah, ils ont dit la boîte elle a grossi avec la notoriété au business, avec le sponsoring voile. Donc ils mettaient un petit ticket au début, c'était un tout petit partenaire et finalement c'est devenu des gros partenaires et un gros acteurs de la voile. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Donc aujourd'hui, au niveau marketing, c'est vraiment voilà, calculé et donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Il y a beaucoup de choses à faire, mais voilà, il faut que dans les boîtes, tout le monde soit ait envie, qu'il y ait une adhésion voilà, de tout le monde d'utiliser ce support-là. Quoi. Voilà. Ouais, trop bien. Bon, super. Bah, écoute, en même temps, t'as vu, hein. Ah oui, super. Là, là, tu nous amènes dans la cabine? Ouais, alors là, il y a du monde parce qu'aujourd'hui, il y avait une intervention sur le moteur, mais voilà un peu mon cockpit d'avion, la cabine intérieure, voilà, avec vue sur le moteur, hein, intéressant. Mais non, mais on est pas mal en travaux. Là, voilà, le compartiment à l'avant, ça sera la zone lounge repos. Là, c'est la table à cartes et tout, mais effectivement, il y a pas mal. Voilà, tu vois, c'est brut, il y a pas mal de choses. Et effectivement, quand je suis en solitaire, je suis tout le temps là. J'ai ma banette qui est donc à gauche en entrant. Je peux sortir très très vite pour intervenir sur une voile au cas où ça commence à être chaud. Je fais ma navigation, la communication, tout ça sur l'ordinateur qui est là. Et puis voilà. Et puis donc je suis très vite sorti. Donc je suis sur un bateau par rapport au nouveau qui me plaît beaucoup parce que j'ai pas les autres bateaux aujourd'hui ils ont une casquette, on parle même plus de maison maintenant, de petites cabanes, parce qu'ils sont très très abrités, ils peuvent naviguer en t-shirt. Et moi, je suis obligé de mettre plusieurs couches et des cirés, etc. Parce que voilà, à l'époque on faisait ça, j'ai pas voulu trop toucher à ça. Et puis après, donc voilà, tu vois, toutes mes manœuvres, je fais la petite visite rapide, sont gérées. Voilà, là, tu vois, il y a des kilomètres de ficelles qu'on appelle des bouts sur un bateau. Donc tout est géré là. Là, il y a des winches, voilà, comme ça. On sélectionne et puis après on winch ici, voilà, pour actionner. Et c'est beaucoup de temps passé à la colonne de winch. Il faut arriver en forme physiquement. Je vous le conseille. Donc tu fais du sport là? Avec un malade, ouais. Ah, c'est bien. Ouais, tu vois, là, je cours, il faut tout gérer et tout anticiper. Tu vois, un exemple, là, je vais chez le dentiste après. Pour faire un dernier check. Et tu vois, c'est le genre de truc, tu as un problème dentaire en mer quand tu es parti pour 3-4 mois, bah, ton truc s'arrête, quoi. Tu vois, Oui. faut vérifier toute la machine et la machine humaine aussi, quoi. Voilà. Bon, super. Bah, écoute, Romain, merci pour toutes ces explications. C'est passionnant une fois de plus. Du coup, on va suivre évidemment ton aventure hein, parce qu'on va y participer un petit peu en vous équipant. Ouais, avec plaisir. Et il y a plein de projets en cours que vous allez découvrir les uns les autres tout au long du projet de Romain et Aurélie. Du coup, on se tient au jeu. On en parlera sur nos réseaux sociaux. Ouais. Si vous avez des questions à Romain, n'hésitez pas à le contacter sur ses réseaux sociaux Just Again. Et puis, comme vous voyez, si vous avez l'occasion d'aller en Bretagne, il fait grand beau. Donc, n'hésitez pas à aller le voir à la Trinité. Bon, c'est top, Mathieu. Merci beaucoup. C'est super sympa, Thomas. Et, ça fait bien plaisir de partager tout ça avec vous et avec des gens qui connaissent pas justement notre environnement. Et ouais, comme disait Thomas, vous n'hésitez pas à envoyer des questions. Voilà, on est globalement assez réactifs. Bon, pas mal occupé en ce moment, mais voilà, on est à fond. Trop cool. Merci encore, Romain. À très vite par SMS, WhatsApp, Insta et sur nos réseaux sociaux. Ouais, merci beaucoup. Merci à tous. Allez, ciao. bientôt. Bye. Bye.